Alors juste pour info, donc on enregistre toutes les sessions, comme donc on pourra les re-regarder sur la chaîne du groupe de travail aéroquantique qu'on a créé hier. Ça va pas être très beau. Hein? C'est pas du grand cinéma. Non, c'est pas du grand cinéma. Pourquoi on a voulu enregistrer les sessions? C'est qu'en fait, comme c'est un domaine nouveau, en fait, nous ça fait on le fait avec Philippe Lacombe, nous ça fait 2 ans qu'on fait ça, et en fait, on est en train de relire les articles qu'on a lus il y a 1 an, et on commence à les comprendre. Et les articles qu'on a lus il y a 2 ans, et on continue de les comprendre. Donc en fait, on s'est dit, là, pour ceux qui découvrent ou ceux qui commencent à maîtriser un petit peu quelques algos, revoir notre présentation dans 1 mois, 6 mois, 1 an, ça peut toujours être intéressant. Lorsqu'on aura découvert des choses, ou qu'on aura appris encore plus de choses sur le fait que ce soit potentiellement vrai ou pas, qu'il y a la non-localité, etc. De choses avancées. Donc on en profite pour enregistrer, on va mettre ça sur une chaîne YouTube. Vas-y, Vincent. Merci. Bon, alors c'est difficile de passer après une présentation qui parle du fait que ce sera peut-être pas utile, mais tu parlais des machines à porte quantique universelle. Ici, je vais vous parler d'un autre type de machine, à savoir un recuit quantique, quantum annealing. Le recuit, c'est bien le recuit simulé que vous avez en tête, et c'est basé sur cette métal heuristique, sauf que ça va être un processus plutôt hardware et qui va se servir de la mécanique quantique pour arriver à ses fins. C'est D-Wave, l'entreprise qui fabrique pour la plupart ces machines, et ça a d'ailleurs été les premières machines quantiques entre guillemets, parce qu'il y a toujours eu un débat, mais je crois qu'elles le sont vraiment parce qu'elles utilisent au moins quelques notions de mécanique quantique, peut-être pas l'intrication ou un simulacre d'intrication. Alors moi, ça fait qu'1 an que je travaille dessus, donc c'est beaucoup compliqué. Je vais repasser quelques notions toutes simples et je vais essayer de montrer ce que j'ai compris et à travers un problème aussi simple, enfin un peu difficile mais simple à comprendre, le backscut. Et j'ai pas vraiment beaucoup de résultats à vous présenter, je m'excuse par avance. C'est donc quelques mois de travail, pas plus. Donc je reviens sur des bases que la plupart d'entre vous ont au moins entendu parler, à savoir le qubit pour quantum bit. Alors, par opposition au bit, qu'est-ce qu'on peut faire avec un qubit? On peut être comme le bit, soit être dans l'état 0, soit dans l'état 1. On a l'habitude de dire qu'un qubit c'est 1 et 0, mais en fait, on peut vraiment initialiser un qubit à 1 ou 0. Mais aussi, on a la possibilité de le mettre en superposition d'états. Et à ce compte-là, on a une probabilité d'obtenir l'état 0 ou 1. Je fais un raccourci avec probabilité, c'est des amplitudes derrière, mais je fais des raccourcis ici. On a également des portes pour les qubits, comme on avait avec des portes logiques pour les bits, des portes quantiques, donc pour les machines à porte quantique universelle, les portes de Pauli par exemple. Pour les machines à recueil quantique, on peut parler de portes, pas forcément avec un S, puisqu'on va utiliser également un champ magnétique pour manipuler, ici ce sont des électrons, les qubits, pour pouvoir jouer sur les probabilités d'être 0 ou 1. Alors, pour ce qui est de la superposition, donc si on met un qubit en superposition, au début c'est 50-50, on a 50% de chance au moment de la mesure d'avoir 0 ou 1, mais c'est sur le travail qu'on va faire sur ces probabilités, ces amplitudes pour être plus précis. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer? Par exemple, si on a 20 qubits devant nous, on met les 20 en superposition d'état, on a un problème d'optimisation par exemple, qui utilise 20 binaires, et d'une certaine manière, on peut considérer qu'on a toutes nos solutions devant nous, et on va faire un travail sur les probabilités d'obtenir tel ou tel état, telle ou telle valeur, sur l'ensemble de ces qubits pour arriver à nos fins. Donc nos fins, on y arrive une fois qu'on mesure. Après un travail sur les différentes probabilités d'obtenir un état 0 ou 1, on va mesurer. Tout à l'heure, on a parlé de la dualité onde-corpuscule. Au moment de mesurer, en fait, on a ce qu'on appelle le changement de la fonction d'onde. On revient à un monde classique vers les ondes, si vous voulez, et on obtient une valeur 0 I1. Donc ça, c'est le fait qu'on mesure, qu'on revient dans un monde classique. Et donc, si on a au départ 20 qubits comme terrain de jeu, au moment où on va mesurer, on n'a plus toutes nos solutions, on va obtenir qu'une seule, espérons la meilleure, à condition qu'on a opéré le bon traitement jusque-là. Chose plus rigolote et un peu bizarre, c'est l'intrication.
L'intrication, on a un petit peu parlé tout à l'heure, ça peut être étrange, on regarde de plus près. C'est prouvé mathématiquement, mais aussi expérimentalement. Ça dépend comment on l'interprète. Sur les machines à porte universelle, c'est largement ils ont utilisé, par Newton-Bell par exemple. Sur les machines à recuit quantique, c'est simulé d'une certaine manière. On va utiliser l'intrication pour pouvoir forcer le produit de deux binaires à être de même valeur ou de valeurs différentes. On va jouer sur les probabilités, on va forcer les probabilités d'obtenir les mêmes valeurs ou pas. Ça va nous permettre de jouer avec des expressions quadratiques dans notre fonction objective. Donc, les machines de D-Wave, c'est ces gros cubes qu'on voit ici, ça doit être les machines de 1000 Q, donc pour 2000 qubits. Alors, on verra tout à l'heure qu'il y a un papier sur le recuit quantique qui est sorti en 98, c'est juste après que D-Wave a été construit. Ils ont sorti leur premier PC en 2007 pour arriver aujourd'hui à plus de 5000 qubits. Donc ça fait beaucoup. Si on compare avec le dernier d'IBM à 127, mais en fait, c'est que le processus est complètement différent. Il est beaucoup plus compliqué de manipuler les qubits dans les machines à portée universelle parce que justement celles-ci elles sont compliquées à mettre en œuvre. Ici, c'est plus facile sur ces machines D-Wave, mais on verra que finalement, ça réduit un peu le scope des différents problèmes qu'on peut résoudre. Alors pour ceux qui s'intéressent à l'espionnage, au départ vous avez la CIA, même les militaires Lockheed Martin ou la NSA qui avaient financé D-Wave. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu parler de l'algorithme de Shor, sauf que l'algorithme de Shor, normalement, s'exécute sur des machines à portée universelle, mais il existe des adaptations. D'ailleurs, les résultats sont meilleurs avec les machines D-Wave qu'avec l'adaptation de Shor, que sur Shor tout seul sur une machine IBM. Bon, après, à mon avis, ils n'ont pas été très loin. Mais bon, c'est désolé. Donc, alors, ces grosses machines de D-Wave, donc c'est un gros bloc comme ça, donc ça c'est la dernière, qui fait plus de 5000 qubits, qui s'appelle Advantage, mais peut-être qu'ils sont trompés sur le nom parce qu'on n'a pas encore tout à fait l'avantage. Ok. Donc, c'est des gros blocs de 3 mètres sur 3 mètres. Donc, vous avez une cage de Faraday qui bloque différents bruits et surtout le champ magnétique. Et à l'intérieur, vous avez une espèce de tour avec différentes étages qui finalement en partie sont là pour réduire la température et arriver pratiquement au zéro absolu, puisqu'à l'intérieur vous avez donc la puce. Et cette puce, c'est donc là ce sont des électrons, ça peut être autre chose, des photons, ce que vous voulez, mais ce sont des électrons qui sont utilisés comme des qubits et c'est obtenu à partir du métal néodymium qui a des propriétés de supraconducteur une fois qu'on arrive à pratiquement au zéro Kelvin. Et donc ici, on a toutes les joyeusetés de la mécanique quantique et on peut jouer avec nos qubits. Alors si on va plus proche, si on se met dans la puce, on obtient ce qu'on peut appeler le graphe des qubits. Ici, c'est un vieux parce qu'il est plus facile à représenter, c'est le Chimeral Graph, c'est un ordinateur un peu plus vieux de D-Wave, où vous avez chaque petit rond bleu qui correspond à un qubit et chaque lien ici qui s'appelle des coupleurs. Et c'est justement ces coupleurs qui vont, d'une certaine manière, nous permettre de dire ces deux qubits correspondant à 2 bits, ces deux qubits vont prendre la même valeur, ou à l'inverse, auront une valeur différente. Bon, c'est pas aussi simple, je simplifie, mais finalement, quand on mappe notre problème, il faut plus de qubits que ça, on verra un petit peu tout à l'heure ce qu'il en est. Aujourd'hui, la machine la plus puissante, elle a une connectivité de 15, c'est-à-dire que, alors qu'ici on a genre 5 qubits connectés à un premier, la connectivité de 15, c'est que chaque qubit est connecté à 15 autres, donc 14, c'est comme ça. Et si on verra tout à l'heure que sur les différents modèles mathématiques sur lesquels on peut travailler, la connectivité va être extrêmement importante puisque si vous avez déjà modélisé avec des problèmes en utilisant des expressions quadratiques, souvent on se retrouve avec des graphes complets. Par exemple, vous avez, on verra, vous essayez de faire du clustering en quadratique, rapidement vous aurez une sorte de graphe complet et on voit tout de suite que ça va poser problème sur la connectivité des qubits. Donc il y a un processus qui est réalisé pour pouvoir, en dupliquant les qubits utilisés, pour pouvoir simuler avec des qubits logiques, on les appelle aussi comme ça, mais pas pour les histoires d'erreur. Et donc en fait, au final, on utilise beaucoup plus de qubits que prévu. Alors, qu'est-ce que mange ce type de machine? C'est une machine D-Wave. Donc ça vient finalement du monde de la physique. Elle mange des problèmes Ising, qui sont en fait des problèmes qui ressemblent à des Kubo pour Quadratic Constraint
binary optimization, mais avec des variables moins 1 plus 1. C'est d'ailleurs avec ces variables que j'essaie de parler du max cut, parce que c'est plus intéressant de le modéliser comme ça pour voir qu'est-ce que ça donne sur une machine à recuit simulé. En fait, on peut fournir un Kubo, c'est-à-dire juste un modèle mathématique avec juste une fonction objective, avec des binaires. Évidemment, si vous avez des contraintes, vous les relaxez et pénalisez dans la fonction objective. Mais c'est mathématiquement équivalent à un Ising, c'est même transformable polynomialement en un Ising problème. Donc vous pouvez fournir soit ça à la machine. Mais là, on voit déjà que le nombre de problèmes d'optimisation qu'on peut résoudre avec est sacrément limité, parce que si vous avez une tonne de contraintes, aller les pondérer dans la fonction objective en les relaxant, ça devient compliqué. Alors, si on essaye de séparer un peu les deux paradigmes, j'ai du temps. Ah ouais. Oh là, ok. Bon, déjà, on en a déjà parlé de Shor, de Grover, de Kuawa, on a parlé dans la première session. Enfin, ici, on est sur des algorithmes de littérature les plus connus qui fonctionnent sur les ordinateurs à porte universelle. Pour ce qui est du recueil quantique, c'est vraiment différent. L'interface pour nous, ça va être juste, on va carrément donner une modèle mathématique sous une forme de Kubo ou Ising, et au niveau paramétral, on n'aura pas grand-chose à faire. C'est pas le même monde. Et le processus est vraiment différent. Alors qu'il se base sur le recueil simulé, le recueil quantique va avoir un avantage sur le premier, dans le sens où le recueil simulé, c'est souvent qu'on se retrouve coincé dans un minimum local, et il faut avoir un peu de chance pour faire une sorte de saut thermique, pour passer la vallée et se retrouver dans un autre endroit, et en espérant trouver l'optimal global. Ici, puisque ce n'est pas du tout la même configuration, c'est l'effet tunnel. C'est compliqué pour moi d'expliquer, mais en gros, on va passer la barrière d'énergie beaucoup plus facilement. On va passer d'un extrême local à un autre, pour peut-être globaler plus facilement. Et comment fonctionne comment fonctionne le recueil quantique? Finalement, vous partez de l'état de superposition. Tous vos qubits qui seront concernés par votre modèle est en état de superposition, et votre système, du coup, a cette énergie-là. Cette énergie-là, c'est l'hamiltonien H0 ici. Et petit à petit, vous essayez de mapper, c'est un peu un raccourci, mais votre problème mathématique sur votre ferme de qubits, en essayant en y allant suffisamment doucement, pour ne pas, ça c'est un peu physique, mais pour ne pas avoir vos électrons passant dans l'état excité, c'est-à-dire vous essayez de rester dans l'état fondamental, puisque le but ici de la manœuvre, c'est d'essayer d'aller dans le système physique, de le laisser dans l'état fondamental, en ayant configuré votre système comme quoi la minimisation de votre problème reflète le fait d'aller dans l'état de plus basse énergie. Pas facile à expliquer, mais j'espère que j'aurai encore un peu de temps pour l'expliquer autrement. Alors ça, je vais passer. Alors, cette personne, Nishinori et Tadashi, ont repris une idée sur le recueil quantique, et en 1998, ils ont montré que le recueil quantique était, alors c'est un facteur assez énorme, mais je n'ose pas trop le dire, mais vraiment beaucoup plus efficace que le recueil simulé, qui n'est pas un état heuristique hyper employé encore aujourd'hui, mais l'écart est théoriquement important, sauf que expérimentalement, avec une machine Wave, ce n'est pas non plus incroyable. Il y a Daniel Baer, je sais qu'il est quelque part ici, qui a fait une thèse justement sur ces machines. Alors il montre les différences, mais il y a un élément important, c'est que finalement, on a souvent besoin de plus de qubits que de bits qu'il y a au départ dans notre modèle, et donc on ne résout pas vraiment le même problème, ou du moins on ne compare pas forcément la même chose. Et ça, c'est dû à la connectivité de ces machines. Voilà, bon, je vais aller un peu vite pour essayer au moins de parler de combien de temps? 1 minute? Très rapidement. Je vais prendre 2 slides, au moins ça. Sur le recueil quantique, comment ça se passe? Au départ, vous avez tous vos qubits en état de superposition. Et vous avez du coup une fonction objective, genre une somme de binaires, puis après une série de sommes de produits quadratiques de binaires. Les binaires individuellement, c'est relativement simple. Si par exemple vous avez moins b comme une fonction objective et b c'est un binaire, si vous minimisez, b égale 1, c'est bon, b égale 0, c'est pas bon. Donc si 1 c'est la valeur que votre binaire doit prendre, le système va finalement donner une plus grande probabilité à ce binaire d'être 1. C'est tout. Là, tout seul, c'est relativement
facile à gérer, on peut le faire à la main. Par contre, pour les produits de binaires, qui va correspondre finalement au fait de les relier entre eux, ou même de les intriquer, vous voyez, je parle d'intrication, c'est pas vraiment une intrication, eh bien, on pourra dire, si par exemple mon produit de binaire, je préfère que les deux aient la même valeur, eh bien, je vais rendre énergétiquement favorable le fait qu'il n'y ait pas de la même valeur. Et quand je parle énergétiquement favorable, c'est dans le sens de l'optimisation qui est ici la minimisation. Et donc, ce que j'aimerais bien faire, je vais faire un saut, après je m'arrête. Le max cut. Peut-être tout le monde connaît le max cut. On essaye de modéliser avec des variables 1, moins 1. Moins 1, c'est un peu bizarre, mais bon, en physique, ils utilisent des modèles Ising. On peut modéliser le max cut sans poids, mais si on voulait des poids, on va juste le mettre ici. On peut modéliser le max cut en minimisant la somme ici, la somme des expressions quadratiques z i, z j pour tous les arcs i et j qu'on a. Et on a sa définition de variable, z sera égal à 1 si notre somme est dans un groupe, de sommet, on a deux à faire, et moins 1 s'il est dans l'autre. Et on voit bien que, vu qu'on essaye de faire une max cut, on essaye d'avoir le plus de poids, ou plutôt ici, le plus d'arêtes, même poids, au milieu des deux sommets. Ce qui fait que si les deux sont dans un ensemble différent, on va avoir le produit 1, moins 1, ici, ou moins 1, 1. Donc on va aller dans le sens de la minimisation, tout va bien. À l'inverse, 1 fois 1 ou moins 1 fois moins 1, on maximiserait. Et là on voit que si on a 1 et moins 1 et moins 1, 1, on a des valeurs différentes. Donc si on revient ici, on va forcer, au niveau de la probabilité d'obtenir tel ou tel état, on va forcer d'avoir moins 1 et 1. Alors ici c'est 0, on peut imaginer moins 1 et 1. Et du coup on va donner une plus grande probabilité grâce à cette intrication. Bon, j'arrête. De toute façon, j'ai pas beaucoup de résultats, ça tombe bien. Oui, il y avait l'histoire. Bon, En conclusion. Bah, je peux. Oui. Alors, j'ai envie de parler de ça pour conclure, parce que finalement c'est important. En reparlant de la thèse de Daniel Ver avec son papier, il met bien en valeur ceci. Quand vous prenez le graphe des qubits, par exemple celui-ci, on a ce petit graphe complet K3 là, on voudrait faire le max cut dedans, donc c'est pas génial, mais pour l'exemple, on a 6 et 2 qu'on retrouve bien dans notre graphe des qubits, donc tout va bien, sauf que le 8 ici n'existe pas. Il n'y a aucun troisième qubit qui est connecté aux deux premiers. Problème. Donc là c'est facile, on va créer un qubit logique, pas dans le même sens que les portes universelles, c'est pas une histoire d'erreur, c'est une histoire de problème de connectivité. Si c'est connecté à 1, 2 est connecté à 5, eh bien on va connecter 1 et 5 ensemble et on va leur donner la plus forte probabilité possible qu'ils aient la même valeur et donc on peut les considérer comme un seul qubit. Et donc on va faire ça. Mais il y a d'autres situations où on est obligé d'avoir plus de qubits que ce qu'il y a dans le modèle. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui, merci pour l'exposé. Il y a quelque chose qui me perturbe un petit peu parce que j'ai pas une grosse expertise moi non plus. en informatique quantique, mais d'après ce que j'ai compris, j'aime bien dire un 2 qubits plutôt que 2 qubits, parce que pour moi, quand on met 2 qubits l'un à côté de l'autre, 1 qubit l'un à côté de l'autre, et qu'on fait le produit cartésien, on ne fabrique pas un 2 qubits. Donc, pour fabriquer un 2 qubits, c'est d'un seul tenant d'une certaine manière, de mon point de vue. Et j'arrive pas à comprendre comment est-ce que la machine du wave sur transparence S arrive à mettre en superposition équilibrée, probabilistiquement parlant, j'imagine avec une porte de Hadamard au début, alors que finalement ils n'ont pas vraiment, de mon point de vue, 5000 qubits. De mon point de vue, ils ont modulo le graphe, 5000 qubits les uns à côté des autres. Ils n'ont pas créé un système de 5000 qubits. J'ai envie de mettre un tiret des fois. Quand on dit 2 qubits, pour moi, c'est pas 2 qubits, c'est 2 qubits. Avec un tiret entre les 2 qubits pour vraiment que ce soit d'un seul tenant. Je ne sais pas comment tu peux répondre à cette question. Comment est-ce qu'ils arrivent à mettre en J'ai pas tout compris déjà.
Et je suis tout à fait d'accord que même par expérience, clairement, on n'a pas accès à ces 5000 qubits. Moi, je le voyais sur des transformations un peu plus logiques comme ici, où on en perdait à cause de ça. Sur ce que tu viens d'expliquer, vos recherches seraient capables de te répondre. Il n'y a pas de porte de Hadamard en fait sur ces machines-là. C'est des machines analogiques, donc en fait, ils ont leurs 2 qubits au niveau électronique ou supraconducteur. Ils excitent le bus qui est entre les deux, et ensuite ils attendent et ils regardent ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment un phénomène physique qui se passe sur les atomes physiques de la machine. C'est pas du tout la même chose que de faire des portes de Hadamard qui permet de faire mathématiquement une superposition avec une probabilité, comme on l'a montré tout à l'heure sur la sphère de blocs, etc. On n'est pas dans ce monde-là, on est vraiment sur des machines physiques en fait. Et une résolution physique de la modélisation d'un problème, et le but c'est de mapper exactement le problème, comment mapper le triangle dans ce graphe qui est le graphe physique. Mais finalement, est-ce que le fait qu'il y ait Z2, Z6 là, qui apparaît dans le modèle de Ising, est-ce que ça c'est le fait qu'il va y avoir un lien dans le graphe que tu as présenté de la machine d'Ibrahim entre... Exactement, oui, bien sûr. Ouais, Bien sûr. c'est Ce qu'il a dit là. Le 1,5, là maintenant on va dire qu'on va absolument avoir la contrainte 1,5 satisfaite pour que ce soit vraiment le même et que logiquement ce soit juste un changement de variable d'un x5 qui vaut x1. Et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas les 2 puissance 5000? Non, pas du tout. Ils ont 2 puissance 5000 s'ils n'ont que des degrés inférieurs à 5 du problème. Si tu as un graphe assez régulier, que tu arrives à mapper direct sur leur particularité, alors oui, tu peux le faire. Mais ça n'arrive jamais. D'où les résultats que je voulais cacher, parce que justement, j'avais fait des instances avec une densité tellement faible que là, pour le coup, on était tranquille, on pouvait pas utiliser tous les qubits. Comme ça a été dit, donc il y a une thèse, Daniel Ver, il a présenté pour le premier jour, et il a montré que c'était, alors c'est combien 10% ou 20%? Combien 4%. Donc 4% du graphe, tu utilises 4% des 5000 pour pouvoir représenter ton graphe. Donc en fait, tu peux représenter que des petits graphes pour l'instant. Alors, c'est déjà pas mal, mais... Moi j'ai fait un test avec D-Wave quand je bossais chez Airbus, et j'avais un problème d'avion de planning. Bref, c'était très simple, et ça s'effondrait très très vite en termes de complexité. On était loin, et en plus on n'avait même pas de garantie de la solution, là où Simplex ou même n'importe quel solveur linéaire le résolvait en rien du tout. Quoi. Ouais. Et Simplex il a plus que 5000 bits. Non, mais c'était. C'est comparable. Ouais, mais c'était sur des instances minuscules, et déjà même tu pouvais les faire à la main et ça arrivait ça. Souvent pour terminer, parce qu'après on arrête. Est-ce que vous pourriez donner l'intuition de pourquoi Cubo et pourquoi le recuit simulé? Alors, le recuit simulé, c'est que le processus du recuit simulé, il est repris d'une certaine manière, mais à travers un système quantique. On passe de d'état en état à peu près sur la même logique, à la différence près, on ne se retrouve pas coincé comme avec un processus classique de recuit simulé, puisque c'est un système complètement différent, et c'est l'effet tunnel qui va faire passer certains... de l'analogie physique? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le recuit simulé, en informatique, il simule le recuit physique, et le recuit physique, il est physique, de la cristallographie, des métaux. Et sur les machines quantiques, on a aussi un recuit quantique, qui est le même phénomène de recuit, de convergence vers un état de mini-notion d'énergie, sauf que là, il se passe de manière quantique, au lieu de se passer de manière physique, comme en cristallographie. Si vous voulez prendre le Cubo, là, et le résoudre par autre chose que le recuit simulé. Bien sûr, donc il y a un article fait par Glover et d'autres personnes, en fait, qui montrent la résolution de Cubo. Ça peut se faire, c'est un problème quadratique simple, qui peut se faire avec Simplex, avec d'autres choses comme ça, qui existent depuis longtemps. Voilà. Là, il y a un espoir que les machines quantiques vont pouvoir résoudre des Cubos qui sont inaccessibles pour l'instant. Oui, mais par quel algo? Soit par un algo analogique mais natif sur la machine, soit en l'écrivant avec des portes logiques. Alors ça a été présenté mercredi aussi par Philippe Lacombe. Donc si vous regardez la vidéo, il a expliqué pendant un quart d'heure, pas à pas, pourquoi on pouvait faire l'analogie de ça, et d'où venait le Cubo, ou d'où venait l'hamiltonien qui représente le Cubo, qui permet d'être implémenté sur les machines. Donc, En résolution exacte? Non, en approche. Quand on est sur cette slide, en effet, moi j'ai toujours du mal avec les tunnels. Non, si, moi je ne crois pas le tunneling. Tunneling, c'est un peu marketing. Le phénomène du tunneling, c'est pas la même chose que non, mais ce que je veux dire, c'est le... qu'en classique, là on présente cette courbe-là comme si, en classique, on passait par-dessus le pic. Oui. Mais en fait, en c'est classique, dans l'espace des solutions, il est aussi sur la. Il est aussi de ce côté-là. Je veux dire, c'est que si on met un espace de recherche suffisamment grand, on passe bien par-dessus le pic. Ce qui
fait que ce type de figure-là, j'ai du mal à comprendre. Non, c'est Moi, je marketing. ne me suis pas plongé dans les tunnels pour l'instant. C'est marketing, c'est marketing. C'est marketing. Ouais, c'est du web. C'est le slide web, c'est le slide de Wikipédia. Mais dans le C'est papier, en tout cas, c'est prouvé que ça va quand même beaucoup plus vite C'est un autre espace, par contre. c'est un pour autre espace. s'échapper de ce genre d'extrême. On va passer, merci Samuel. Béton. Béton ou béton de pluie? Béton. Je vais nous parler d'autre chose qui va nous parler de